Aujourd'hui, je vais vous parler d'une œuvre cultissime qui a participé au fondement des mangas et de la japanimation actuelle. J'ai décidé de vous parler de Neon Genesis Evangelion, qu'on abrégera ici par Evangelion, mais je vais surtout vous parler de son plus grand enjeu. Cette œuvre nous plonge dans la vie de Shinji, un jeune collégien plutôt renfermé sur lui-même, qui sera convoqué à Tokyo 3 par son père, Gendo Ikari, qu'il n'a pas vu depuis des années. D'emblée, nous serons aussi perdus que notre personnage principal dans un monde post-apocalyptique. Dès son arrivée, il découvre un monde en pleine crise, attaqué par des créatures gigantesques et terrifiantes, appelées les anges. Sans préparation ni explication, Shinji sera forcé de rejoindre la NERV, une organisation paramilitaire mystérieuse dirigée par son père. De là, son père le contraindra à piloter une biomachine colossale et effrayante, appelée Eva, pour combattre ces anges et ainsi protéger le destin de l'humanité. Au travers de ces diverses batailles, notre héros fera la rencontre de différentes personnes qui joueront des rôles cruciaux dans son développement personnel. Chaque interaction lui permettra de découvrir davantage sur lui-même et sur les complexités de la nature humaine. Parmi ces rencontres, il y a Rei, une pilote énigmatique au passé trouble, et Asuka, une jeune fille survoltée et compétitive. Il nouera également d'autres liens avec d'autres personnages comme Misato. Il s'agit de la commandante de l'unité tactique de la NERV et c'est aussi la personne qui prendra en charge Shinji. Ces différentes relations oscilleront entre soutien et conflit, contribueront à façonner l'évolution de Shinji, le poussant à confronter ses peurs les plus profondes et à remettre perpétuellement en question ses propres motivations. Les thèmes de la solitude, du sens de la vie et des relations humaines se développent au fur et à mesure que Shinji navigue entre les attentes de son père, ses propres insécurités et la réalité dévastatrice des combats. Chaque ange abattu le rapprochera de la vérité cachée derrière la NERV et le projet de complémentarité de l'homme, une vérité qui pourrait bien changer le destin de l'humanité. Tout d'abord, comment est-ce que Evangelion a révolutionné son époque? Petite remise en contexte, Evangelion est une œuvre sortie en 1995 avec un animé comptant 26 épisodes. Elle a également connu une adaptation manga publiée entre août 1995 et novembre 2014, ainsi que divers films offrant des fins alternatives à la série animée. De premier abord, Evangelion peut apparaître comme un énième animé de mecha post-apocalyptique, alors qu'en réalité, pas exactement. Déjà, visuellement, l'animé pour l'époque se débrouille étonnamment bien, mais ce n'est pas pour cette raison que cet animé a révolutionné son époque. La particularité qui a permis à cette œuvre de briller est sûrement la place qu'il accorde à l'introspection de ses personnages, aux relations humaines et à leur dimension psychologique. C'est sur cet aspect psychologique que j'ai décidé d'axer le focus de cette vidéo. Avant de commencer cette analyse, j'aimerais préciser que je me base à la fois sur l'œuvre en manga et celle de l'animé. Cependant, je vous recommande le format manga pour vous plonger dans cette œuvre étant donné que la fin de l'animé a été clairement rushée. Revenons maintenant sur notre vidéo. L'introspection, la place des relations humaines et la dimension psychologique ont permis à Evangelion de se placer tel un véritable ovni face à la concurrence de l'époque. D'emblée, cette dimension psychologique va être introduite dès l'épisode 3 via le dilemme du hérisson. Ce dilemme est un concept psychologique illustrant les difficultés des relations humaines et de l'intimité. Il est basé sur une métaphore du philosophe allemand Schopenhauer. Les hérissons, pour se réchauffer, essaient de se rapprocher les uns des autres. Cependant, plus ils se rapprochent, plus ils se piquent avec leurs épines, les poussant à s'éloigner les uns des autres pour ainsi éviter la douleur. Ce cycle se répète, les laissant dans un état où ils ne peuvent ni se rapprocher suffisamment pour se réchauffer et ni s'éloigner complètement pour éviter le froid glacial. Il s'agit en réalité d'une belle métaphore pour illustrer l'idée du conflit entre le désir humain de proximité et d'intimité avec les autres, mais aussi la peur de se blesser émotionnellement. Les gens, comme les hérissons, ont des épines sous forme de vulnérabilité, de peur et de défaut. Lorsque nous nous rapprochons des autres, nous risquons de révéler ces vulnérabilités et d'être blessés. En même temps, la solitude et l'isolement sont également douloureux, nous incitant à rechercher la compagnie et l'affection des autres malgré ces risques. Dans Evangelion, le dilemme du hérisson est une métaphore centrale qui pourrait en réalité résumer notre œuvre. Shinji désire profondément des connexions humaines et de l'affection, mais il a aussi peur de la douleur émotionnelle que ces relations peuvent causer. Cette lutte est visible dans ses interactions avec les autres personnages tels que Rei, Asuka ou encore Misato. Son incapacité à naviguer dans ce dilemme contribue à son isolement et à son mal-être, illustrant la complexité des relations humaines et la difficulté de trouver un équilibre entre proximité et sécurité émotionnelle. Comme vous l'aurez compris, les relations humaines et l'intimité structureront notre œuvre. C'est ainsi que la communication sera un des thèmes abordés. Nous sommes face à des personnages qui ont tous un passé rempli de tragédies qui impacteront leur communication. L'exemple le plus évident serait sûrement celui de Shinji vis-à-vis de son père. Cependant, ce n'est pas par ce personnage que je trouve le plus intéressant pour questionner la communication. C'est de la First Child que j'aimerais bien vous parler. Rei Ayanami est une jeune femme mystérieuse qui nous sera introduite comme très peu humaine de par un manque d'expression émotionnelle. Si nous lisons la première édition du manga, nous découvrirons rapidement que Rei est en réalité alexithymique. L'alexithymie se caractérise par des difficultés à identifier, comprendre et exprimer les émotions. Cela rendra Rei intrigante car malgré son apparente froideur, elle est un personnage complexe. Son incapacité à communiquer ses sentiments crée une barrière significative entre
entre elle et les autres personnages, notamment Shinji qui cherche désespérément à créer des connexions humaines. Rei représente une forme extrême de l'isolement émotionnel exacerbé par ses origines mystérieuses et son rôle au sein de la NERV. Sa lutte interne et son développement au travers de l'œuvre soulèvent des questions importantes sur l'identité, l'humanité et la valeur des émotions dans la construction des relations interpersonnelles. Au fur et à mesure de la série, nous voyons des moments où Rei commence à montrer des bribes d'émotions, souvent en relation avec Shinji. Ces moments sont d'autant plus puissants qu'ils marquent une percée dans sa façade impassible, suggérant une lutte intérieure pour comprendre sa propre humanité. La relation entre Rei et Shinji, bien que complexe et souvent difficile, devient un pivot central pour explorer la communication émotionnelle dans un contexte où la survie dépend de la coopération et de la compréhension mutuelle. À travers Rei, Evangelion nous invite à réfléchir sur la nature des émotions et sur la manière dont elles façonnent nos interactions avec les autres. L'Alexithymie de notre First Child nous rappelle que la communication humaine ne se limite pas aux mots, mais inclut aussi la capacité à ressentir et à partager des expériences émotionnelles, un aspect essentiel de ce qui nous rend véritablement humains. Un autre sujet qui sera également évoqué dans cette œuvre sera le rapport à l'héritage familial. Je pense que c'est le moment parfait pour vous parler un peu plus d'Asuka. Il s'agit d'une jeune femme brillante à bien des égards, mais surtout sur le plan intellectuel. Pour vous donner une idée, à seulement 14 ans, elle est déjà diplômée d'une prestigieuse université. De prime abord, Asuka se montre sûre d'elle, compétitive et impétueuse. Mais nous allons découvrir rapidement que ses comportements masquent des sentiments plus contrastés. En réalité, intérieurement, Asuka se sent seule, démunie et surtout en quête de validation et d'affection. Son héritage familial, marqué par des relations tumultueuses et des attentes écrasantes, a laissé des cicatrices profondes au sein d'Asuka. Son besoin constant d'être la meilleure, de briller aux yeux des autres, est une tentative désespérée de combler le vide émotionnel laissé par une enfance dévastée. En effet, nous apprendrons que la naissance de cette fille est le résultat d'une fécondation in vitro. Plus précisément, nous pouvons même parler d'eugénisme. Asuka a été choisie pour des caractéristiques intellectuelles précises de son géniteur. Son père biologique est un chercheur de renom international. C'est suite à ce désir de quête vers l'excellence que la mère d'Asuka spoliera l'avenir de sa propre fille. Le dernier élément du mandat transgénérationnel que laissera sa mère à Asuka est celle d'une psychose. Asuka, en tant que jeune enfant, a été témoin de la dégradation mentale de sa mère qui souffre de schizophrénie. En effet, sa mère devient de plus en plus détachée de la réalité, allant jusqu'à développer une relation délirante avec une poupée qu'elle croit être sa véritable fille, ignorant Asuka et la laissant se sentir rejetée et insignifiante. Ce rejet maternel et l'incapacité de celle-ci à fournir un soutien émotionnel adéquat à Asuka engendra un traumatisme profond chez elle. Pour faire face à cette douleur insupportable, Asuka refoule ses souvenirs traumatiques et les émotions qui y sont associées. Ce mécanisme de défense psychologique lui permet de continuer à fonctionner, mais au prix d'une profonde fracture intérieure. Plus tard dans l'œuvre, nous verrons un ange réveiller ce traumatisme en elle, illustrant alors le retour du refoulé. Il s'agit d'une notion centrale en psychanalyse expliquant comment des événements étroitement liés peuvent faire ressurgir des événements passés qui ont fait l'objet d'un refoulement. Le parcours d'Asuka illustre alors la difficulté de surmonter un passé marqué par des relations parentales toxiques et des attentes irréalistes. Parallèlement, Shinji fera également l'objet d'un traumatisme. En effet, lorsqu'il avait 10 ans, il a assisté en direct à la mort de sa mère. Ses parents, voulant lui montrer l'horizon d'un avenir radieux, ont convié leur fils en première loge de l'inauguration du premier EVA. Seulement, cet événement ne se passera pas comme prévu et une simple erreur de la NERV coûtera la vie à Yui, la mère de Shinji. Comme vous l'imaginez sûrement, cet événement marquera profondément cet enfant. Quant à Gendo, son père sera également très impacté au point de vouloir tout remettre en question jusqu'à sa propre relation avec son fils. Shinji, qui vient de perdre sa mère, fera l'expérience d'un second abandon, celui de son père. Gendo Ikari délaissera alors son rôle de père en confiant l'éducation de Shinji à un tuteur au profit d'un nouveau projet, le plan de complémentarité de l'homme. Shinji, qui enchaîne les pertes, développera alors un traumatisme qui se manifestera par un refoulement, et c'est ainsi que Shinji gardera des souvenirs opaques de cet événement traumatique. Ce parcours de vie conduira notre héros à développer des symptômes dépressifs qui se caractériseront par une profonde anxiété sociale, une faible estime de soi et une tendance à l'isolement émotionnel. C'est ainsi qu'Asuka et Shinji incarnent à eux deux la lutte pour surmonter les attentes oppressantes de l'héritage familial, trouver sa propre identité et les conséquences des traumatismes non résolus. À présent, j'aimerais bien vous parler de la fin d'Evangelion qui révélera tout l'enjeu de cette œuvre. La fin d'Evangelion a été l'un des sujets les plus débattus et controversés dans l'histoire de l'animation et du manga. En effet, l'anime original se termine sur une note très introspective et mystérieuse en confrontant Shinji à sa propre dimension psychologique, laissant la majorité des spectateurs perplexes. Le manga, en revanche, offre une conclusion plus structurée et narrative à l'histoire, apportant une plus grande clarté aux événements chaotiques. Ainsi, cette fin est plus détaillée et explicative. Elle offre des révélations
révélation finale sur le projet de complémentarité de l'homme. Nous allons alors découvrir que ce projet, conçu par Gendo Ikari et la SEAL, une autre organisation mystérieuse, vise à forcer l'évolution humaine en fusionnant toutes les âmes en une seule entité collective. Le but étant d'éliminer la souffrance individuelle en créant une unité parfaite sans solitude ni conflit. Ce sera alors à Shinji, via Rei, qui décidera de l'avenir de toute l'humanité. Il devra alors choisir entre accepter cette unification, effaçant ainsi toutes les individualités pour une paix absolue, ou rejeter le projet pour préserver les individualités humaines malgré la douleur et la souffrance qui est intrinsèque aux lois de la nature humaine. Le but de cette fin est de mettre en lumière les luttes internes de Shinji avec plus de profondeur, montrant comment il en vient à comprendre la valeur de la douleur, de la souffrance et des relations humaines imparfaites. Il choisit finalement de rejeter le projet, affirmant l'importance de vivre en tant qu'individu malgré les défis, les difficultés et les épreuves inhérentes des êtres humains. En fin de compte, Evangelion nous rappelle que malgré les traumatismes et les obstacles, la quête de l'identité et de la connexion humaine sont des expériences inéluctables à l'homme marquées par des défis et des souffrances. Mais cette œuvre nous fait prendre conscience que ces épreuves sont en réalité les conditions sine qua non pour atteindre la compréhension mutuelle et la maturité nécessaire pour comprendre et trouver notre place au sein de ce monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur abonnement si jamais cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous laisse avec cette vidéo si jamais vous aimez bien la psychologie, je pense que ça pourrait beaucoup vous plaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.